À n'importe quelle autre époque, Léon de Grelle aurait été un héros. Séduisant, charismatique, ambitieux. La victoire de Rex est certaine, demain ou après. Soldat décoré et meneur d'hommes. Il était courageux, sûrement. Je ne connais qu'un homme politique qui s'est engagé pour combattre lui-même sur le front. Je n'en connais aucun autre. Malheureusement, le Belge Léon de Grelle était fasciste. Et il est tombé amoureux de l'Allemagne hitlérienne. Pendant des années, il a courtisé les nazis. Pendant des années, ils l'ont éconduit. Finalement, le Führer l'a adoubé. Mais à quel prix? Pour être accepté par les nazis, de Grelle a trahi ses idéaux, sa foi et son pays. Il est devenu un collaborateur, prêt à sacrifier tous ceux qui l'avaient suivi et à voir la Belgique rayée de la carte. Et le Führer Heil Hitler! Léon de Grelle naît en 1906 à Bouillon, une petite ville des Ardennes belges. Directeur d'une brasserie florissante, son père l'envoie étudier chez les jésuites dans les années 1920. Le jeune homme entre ensuite à l'université catholique de Louvain, non loin de Bruxelles, pour étudier le droit. Mais très vite, sa vie est conditionnée par deux éléments, une ambition insatiable et la recherche d'une cause. Au départ, cette cause, c'est la foi catholique. Activiste religieux, il souhaite rédiger des ouvrages consacrés à l'Église. Il devient donc journaliste et écrit pour les cahiers de la jeunesse catholique. Puis en 1930, devient directeur de Christus Rex, une maison d'édition religieuse. Semblant avoir trouvé sa vocation, Léon de Grelle abandonne ses études de droit et s'efforce de faire de Christus Rex un mouvement contestataire réclamant des réformes religieuses et sociales. Et ce ne sont pas les raisons de contester qui manquent. La crise de 1929 fait des ravages en Europe et la Belgique ne fait pas exception à la règle. Pauvreté, mécontentement, troubles sociaux se répandent à travers tout le continent. Et les mouvements d'extrême gauche, communisme en tête, prennent de l'ampleur. Une suite de coalitions de courte durée prive le pays de toute stabilité et d'un pouvoir politique fort. Pour Léon de Grelle, la source de tous ces maux, c'est le manque de foi et la décomposition des mœurs. Mais il y a plus grave. L'identité nationale belge est en crise et le pays est au bord de la division. La sécession menace entre wallons francophones et flamands néerlandophones, ces derniers réclamant leur intégration aux Pays-Bas. La rivalité entre les deux groupes est violente. Convaincu que seul un gouvernement patriotique est à même de contrer le nationalisme flamand, Léon de Grelle décide d'intervenir. Ainsi commence une des sagas les plus étranges de la politique belge. L'éditeur transforme son mouvement en force politique, le rexisme. Son objectif, en faire un véritable parti. Nous passons à travers tous les obstacles, pacifiquement,
nous sauverons notre pays, nous y rendrons l'unité, l'âme et le bonheur. Rex vaincra. Marie-Josée de Gouaille se souvient de l'excitation suscitée par cette doctrine, son père en ayant été l'un des partisans. Mon père allait déjà aux réunions, mais j'entendais ce qu'il disait. Il disait que c'était chouette, que c'était un jeune qui enfin allait un petit peu bousculer la politique actuelle. Pour lui, c'était un chef. Léon de Grelle utilise Christus Rex pour réclamer des réformes sociales et religieuses par le biais de son journal, Le Pays réel. Le jeune leader part en tournée électorale, milite en faveur d'un gouvernement plus fort et d'une Belgique unie. Il exige un nouvel ordre pour la nation. La victoire de Rex est certaine, demain ou après. C'est un orateur au talent indéniable. Et les gens commencent à l'écouter, surtout les électeurs catholiques traditionnalistes, en quête d'une alternative. Je dois dire qu'il a d'abord été un tribun qui a attiré les foules, c'était pas croyable. Beaucoup de gens chrétiens et croyants, parce qu'au fond, il n'y avait que la gauche et la droite. Hein. Tout le monde était pour sauvegarder la morale chrétienne, je dirais. Lors de la campagne pour les élections de 1936, les rexistes manifestent. Et Léon de Grelle commence à se montrer provocateur. Police and communist interrupters come to grips with the Rexists and general rioting breaks out. De Grelle is arrested. Monsieur de Grelle, indicated by Addo, claims that the Rex party numbers 500,000 and will be in power in a few months. He and 800 followers are bundled up to the police station. De Grelle has since said he will continue his bid for power. Les élections sont marquées par le succès des candidats rexistes. Donc, je vous dis, il y a eu un engouement, comme une renaissance, mais fou. Moi, je n'entendais que parler Rex, et même les amis de papa, beaucoup étaient enthousiastes. D'ailleurs, dans toutes les communes, il a eu tellement de beaux résultats que dans toutes les communes, il y a eu des bourgmestres rexistes. Bien que de Grelle ne brigue pas lui-même un siège, il est, à l'âge de seulement 30 ans, l'étoile montante de la politique. Devenu le chef d'une force nouvelle et dynamique siégeant au Parlement, il voit son ambition sans borne partiellement satisfaite. Quelques mois ont suffi pour que des centaines de milliers d'hommes fussent avec nous, fraternels, dans un don total. Le 24 mai 1936, 300 000 électeurs portaient aux chambres en un seul coup 33 parlementaires rexistes. Mais Rex est considéré par certains comme un parti extrémiste. Et plus le temps passe, plus ses militants prennent des allures de fascistes catholiques. Pour promouvoir ses idées, Léon de Grelle a besoin d'un socle politique. Pour entrer au Parlement, il oblige un de ses coreligionnaires à démissionner pour déclencher des élections partielles. Il se bat pour décrocher le siège de député de Bruxelles en mars 1937. Alarmé par la montée de l'extrémisme, le gouvernement a déjà essayé d'interdire aux membres de Rex de prendre la parole à la radio et voit par là l'occasion d'humilier son chef. Le premier ministre catholique, Paul Van Zeeland, se présente contre lui. Il dément les affirmations de son adversaire qui prétend exprimer l'avis d'un électorat catholique désabusé. Puis le cardinal Joseph-Ernest Van Rooij, chef de l'Église catholique belge, déclare que le rexisme est une menace. C'est un fiasco pour de Grelle. Taxé d'extrémiste par les électeurs et les partis, désavoué par l'Église,
il entame une telle traversée du désert que sa carrière semble terminée. Les rexistes perdent le soutien de l'opinion publique et le nombre d'adhérents du parti diminue. Pire encore, alors que se profile la menace d'une guerre contre l'Allemagne, Léon Degrelle est arrêté et jeté en prison en raison de ses sympathies pour le nazisme. Incarcéré dans une prison française, le héros charismatique n'est plus qu'un paria oublié. Puis la guerre éclate. Mai 1940. Les armées d'Hitler envahissent la France. Les panzers traversent les Pays-Bas et la Belgique, détruisant tout sur leur passage. La modeste armée belge et ses alliés sont balayés. Le royaume est vaincu en seulement 18 jours. Pour la deuxième fois en un quart de siècle, la Belgique est occupée par l'Allemagne. En signant la reddition, le roi Léopold III crée un vide politique. Les principaux représentants des partis rivalisent auprès de l'occupant pour obtenir pouvoir et influence. En apparence, l'heure est venue pour Léon Degrelle de revendiquer une place dans le nouveau paysage politique. Le problème, c'est qu'à l'époque, beaucoup le croient mort, abattu par les Français pendant sa captivité. Quand, du fond de sa cellule, il apprend la nouvelle de l'invasion allemande, il comprend que s'il veut un jour concrétiser son idéal d'ordre nouveau, il lui faut sortir de prison. D'autant qu'en Belgique, les événements ne jouent pas en sa faveur. L'occupant impose son administration militaire confiée à Egert Raeder, qui pratique la bonne vieille méthode du diviser pour régner. Il décide de jouer la carte des Flamands néerlandophones contre les Wallons francophones en recrutant les principaux membres de son administration dans les rangs d'un parti nationaliste et fasciste, le VNV, la Ligue nationale flamande. Le VNV est le rival des rexistes qui, de fait, se retrouvent marginalisés. Quand il est libéré en juillet 1940, Léon Degrelle est seul, privé de pouvoir et d'influence. Mais loin de s'opposer aux nazis, il décide au contraire de se rendre indispensable, de leur prouver qu'il est l'homme qu'il leur faut à la tête de la Belgique. Il milite auprès des Allemands. Il rencontre le Premier ministre français, le collaborateur Pierre Laval. Il courtise tout le monde, du roi des Belges à son ancien détracteur, le cardinal Van Rouille. Sans résultat. Sur ordre direct du chef de la propagande d'Hitler, Joseph Goebbels, on ne tient aucun compte de Degrelle. Agacé et à nouveau mis à l'index, il décide d'essayer quelque chose de nouveau. La forme de flatterie la plus sincère, c'est l'imitation, dont acte. Léon Degrelle redéfinit le rexisme en le calquant sur des idéaux purement fascistes afin d'en faire la copie conforme du nazisme. Les nazis ont le svastika. Degrelle commande un nouvel emblème.
Hitler a ses gros bras en uniforme, les chemises brunes de la SA. De Grelle crée les formations de combat, son service d'ordre politique. Les nazis réécrivent l'histoire de l'Allemagne et créent une idéologie proche de la secte, où tout le monde prête allégeance au chef. De Grelle se pose en Führer belge. Et pour imiter les jeunesses hitlériennes, il crée son propre mouvement pour inciter enfants et adolescents à rallier son parti. Beaucoup de fils et de filles de rexistes se retrouvent ainsi embrigadés. Moi j'avais 15 ans et c'est alors que mon papa a dit, comme nous étions 3 filles, je vais vous mettre à la jeunesse parce que nous n'irons plus à la mer, peut-être pour plusieurs années. Et vous mettre dans un mouvement de jeunesse, ça vous fera du bien. Vous allez rencontrer des jeunes et comme ça c'est bien, c'est une jolie distraction pour l'été. Je ne m'occupais pas de politique à ce moment-là, je le dis franchement. J'étais bien trop petite, j'étais bien trop jeune. J'allais à l'école avec mes petites soquettes blanches. Toujours pour s'attirer les bonnes grâces de l'occupant, De Grelle ne se contente pas d'adopter son apparence, mais fait aussi sienne sa rhétorique. Les juifs, les libéraux, les francs-maçons et surtout les communistes deviennent ses cibles. En 1941, il franchit un nouveau palier. Il affiche noir sur blanc son soutien au régime nazi en signant un article d'un vibrant Heil Hitler. Sa soif du pouvoir le pousse sur la voie de la collaboration. Mais c'est peine perdue. Berlin ne le prend toujours pas au sérieux et Goebbels va même jusqu'à le traiter d'imposteur. Il semble que la seule destinée de Léon de Grelle soit d'être le chef d'un parti marginal d'extrémistes impopulaires. Mais là encore, plutôt que d'accepter d'être rejeté par Hitler, il cherche un autre moyen de se faire bien voir du Führer. Et la croisade idéologique du chef du Troisième Reich lui sert de tremplin idéal. Juin 1941. Les armées d'Hitler déclenchent l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS. Le front s'étire sur plus de 3200 km. Le Führer avait fait le serment d'écraser la menace communiste et il passe désormais à l'action. Dans toute l'Europe, les régimes collaborationnistes fournissent des volontaires désireux de participer à la croisade anticommuniste. Il n'y a jamais eu un engouement aussi grand dans tous les pays d'Europe pour aller combattre le communisme. Il y a eu des volontaires dans tous les pays d'Europe. Le Danemark, la Norvège et la Finlande ont déjà fourni des soldats à des unités spéciales de la SS, des Freiwilligen, des volontaires. Outre Kievrin, les grands adversaires politiques de De Grelle, les membres du VNV, ont reçu le droit de se constituer en légion en juin 1941. Surnommés les Lions flamands, ils sont considérés comme une unité d'élite. Léon de Grelle voit une occasion à saisir. Lui aussi veut se joindre à la croisade du Führer et devenir son meilleur soldat, son meilleur meneur d'hommes. Il compte se couvrir de gloire au combat, rentrer en Belgique à la tête d'une armée conquérante et jouir enfin de la crédibilité et du pouvoir politique. Seul ombre au tableau, il n'a aucune expérience dans le domaine militaire. Ce qu'il fait ensuite est donc d'autant plus étonnant. Il confie les rênes du parti à un de ses adjoints,
Victor Matisse, puis s'engage comme simple fantassin pour combattre le communisme sous la bannière à croix gammée. À l'été 1941, il intègre la Légion Wallonie, une unité composée de Wallons affiliés à la Wehrmacht. Le jeune politicien aisé et privilégié part en guerre en tant que mitrailleur, un simple militaire du rang, avec 775 autres soldats et 16 officiers. Si De Grelle est d'abord et avant tout motivé par l'ambition, certains des Wallons qui l'accompagnent sont séduits par l'idéologie anticommuniste. Parmi eux, un jeune homme de 19 ans, Fernand Kaisergruber. La raison de son engagement est limpide. Idéologique, la lutte anticommuniste. Et je partis contre le bolchevisme. Pour lui, entrer dans la Légion Wallonie n'a jamais relevé de la collaboration. Finalement, pour nous, c'était une armée européenne, puisque nous étions même, je crois, 37 pays. Donc, il n'y avait aucune raison de m'en faire ou de se faire du souci à ce sujet-là. Hein. Autre recrue, le fiancé de Marie-Josée Dugouaille, Roger, qu'elle a rencontré dans le mouvement pour la jeunesse. Partir un peu comme les croisés pour défendre le tombeau de Jésus, eux partent pour défendre la Belgique et l'Europe. Je dis, quand vous pensez qu'ils partent avec un idéal, qu'ils offrent leur vie pour défendre leur pays et l'Europe, moi j'avais 17 ans, j'ai trouvé ça formidable. Cet hiver-là, les légionnaires belges participent à des combats violents sur le front russe. En janvier 1942, la Légion Wallonie a perdu la moitié de ses effectifs. Au cours du seul mois de février, 200 de ses soldats trouvent la mort. Léon De Grelle, lui, est toujours vivant. Il participe à d'autres combats acharnés sur les bords de la rivière Mius, dans le sud de l'URSS. En infériorité numérique, puis encerclés, les légionnaires tiennent en échec une attaque soviétique de grande ampleur pendant une dizaine d'heures. Ce fait d'armes donne lieu à une première distinction. Parmi d'autres Wallons, De Grelle est décoré de la Croix de fer de 2e classe pour son courage et promu au grade d'adjudant-chef. Lui et ses camarades se sont taillés une réputation de soldats farouches. À titre individuel, le politicien novice dans l'art de la guerre obtient le respect dû à un combattant endurci. Il n'avait pas peur d'exposer sa vie. C'était pas un militaire de nature, mais il se pliait aux obligations requises d'un militaire. Ça, c'est une chose. Et il n'a pas eu peur depuis une fois d'emmener les hommes au front et de passer devant. Hein. Ça c'est arrivé. Hein. En mai 1942, il passe officier et fait de la Légion Wallonie son instrument. Il la purge de tous ses rivaux politiques et s'assure qu'elle est aux mains des rexistes. Il devient son chef de file et la dirige d'une main de fer, même s'il n'a que le grade de lieutenant. Il est fier de mener ses hommes au combat et son courage est à nouveau récompensé. Le 21 mai, il se voit décerner la Croix de fer de 1re classe. Trois mois plus tard, c'est le Infanterie-Sturmabzeichen, un insigne remis seulement aux soldats de l'infanterie ayant affronté l'ennemi au corps à corps.
Après avoir assuré sa position au sein de la Légion, il est enfin remarqué à Berlin. Il devient alors le principal agent de recrutement de son unité. Son pari s'est avéré payant. Et les événements qui suivent le rapprochent encore un peu plus des nazis. Février 1943, Stalingrad. Une défaite aux proportions inimaginables pour le Troisième Reich. Environ 400 000 soldats allemands sont tués ou faits prisonniers. C'est le coup d'arrêt de la campagne sur le front de l'Est et le premier grand revers de la guerre. Mais loin de remettre en question son allégeance envers l'Allemagne, Léon Degrelle reste optimiste. Il voit là l'occasion de se rapprocher de ses maîtres. Il a enfin la possibilité d'attirer leur attention. Sa monnaie d'échange, la vie des hommes qu'il peut rallier à la cause nazie. Grâce à ses états de service et à celui de ses Wallons, il s'efforce d'obtenir la bénédiction de la plus nazie de toutes les organisations, la SS d'Adolf Hitler. Les SS constituent l'armée d'élite du Führer. Ils ont leur propre uniforme, le meilleur matériel militaire et ils se battent inlassablement pour l'idéologie nazie. À la tête des 900 000 hommes qui la composent se trouve Heinrich Himmler, qui s'est assuré de la pureté ethnique germanique de ses troupes. C'est encore lui qui est à l'origine d'une vision raciale du monde, cohérente avec la doctrine aryenne. Pour entrer dans la SS, Léon Degrelle doit démontrer qu'il en est digne et souscrire entièrement aux convictions qu'elle défend. En mai 1943, il se voit accorder une entrevue avec Himmler. Il écoute le Reichsführer SS lui décrire son rêve d'un grand empire allemand, d'un super-État, pur sur le plan racial et rassemblant les peuples germaniques. Léon Degrelle est emballé. Le fait que les Wallons soient francophones et qu'ils ne soient pas d'origine germanique semble ne les déranger ni l'un ni l'autre. Au lieu de ça, l'ancien patriote accepte de morceler son pays et de céder la Wallonie au Reich. Bref, de reléguer la Belgique aux oubliettes de l'histoire. C'est l'arrêt de mort de sa patrie et la sujétion éternelle à Hitler. À ce stade, Léon Degrelle a trahi tous les idéaux qu'il a défendus jusqu'alors. Il a atteint le point de non-retour et est devenu un nazi à part entière. La brigade d'assaut, qui voit le jour officiellement en juin 1943, compte près de 2000 hommes. Intégrer la SS ne pose aucun problème à Fernand Kaisergruber. De toute façon, je n'ai pas de raison d'être honteux, hein? Certainement pas. Je dis sincèrement, quand nous sommes passés à la SS, j'ai considéré, comme le plus grand nombre d'entre nous, que c'était, comment dirais-je, une promotion. Toutes ces années passées à essayer de se faire bien voir des nazis ont donc fini par payer. Léon Degrelle dispose enfin de l'armée privée qu'il rêvait depuis toujours de commander. Il a fait la preuve qu'il a l'étoffe d'un commandant, d'un meneur d'hommes, et il est entré dans la SS. Pourtant, ça ne lui suffit toujours pas. Il n'a pas encore reçu la reconnaissance du Führer en personne. Mais bientôt, une occasion en or se présente.
Pour l'armée allemande engagée en URSS, l'année 1943 est placée sous le signe des défaites. Après la bataille de chars de Koursk, la Wehrmacht bat en retraite. Léon Degrelle se partage entre les séjours de recrutement en Belgique et les combats aux côtés des soldats wallons. Il est monté en ligne souvent avec les hommes. Non, ça c'est... Ça, il faut lui laisser et que personne ne vienne me dire le contraire. Alors que les troupes soviétiques repoussent l'ennemi, Degrelle et ses hommes, aux côtés de 60 000 soldats allemands, se retrouvent prisonniers du saillant de Korsoun, non loin de Tcherkassy. Ils risquent d'être encerclés et anéantis par 300 000 soviétiques. Et le combat s'annonce sans pitié. Tcherkassy, ça c'était dur. Ouais. Ça, il a fallu voir. Dans la forêt de Clino, en montant, il y avait à un moment donné 3 ou 4 cadavres pendus aux arbres, et il y avait un aumônier là-dedans. Et on leur avait coupé leur partie génitale et on les mis en bouche. Alors c'est dire qu'on savait bien qu'il ne fallait pas tomber vivant aux mains des Russes. Hein. Degrelle et ses Wallons reçoivent l'ordre de combattre en arrière-garde pour permettre aux 60 000 Allemands de se replier. Il y avait un blessé allemand que j'avais vu bouger là, qui vivait encore, et un chat russe qui l'écrasait, il est passé. Et je me souviendrai toujours, son bras était resté accroché dans sa manche à la chenille. Et cette chenille, chaque fois que je mangeais, bang, contre la protection. Et quand le chat est passé dessus, sa tête devenait rouge, comme si le sang sortait de ses pores, comme ça. Bien qu'en infériorité numérique à 1 contre 6, et malgré des pertes terribles, les Wallons parviennent à stopper l'ennemi. Quand nous sommes montés à Tcherkassy, nous étions 2200 et nous sommes sortis à 632. 632, ils sont sortis vivants de là. Grâce à ce baroud, les unités allemandes sont tirées d'affaire. Tous ces Wallons deviennent des héros, à commencer par Léon Degrelle lui-même, blessé au combat, mais toujours bien vivant. Après la bataille, Degrelle est conduit à Berlin. Le Führer l'y attend. Devant les caméras, Adolf Hitler lui remet la Ritterkreuz, la croix de chevalier, une des décorations les plus prestigieuses du Troisième Reich, pour son courage sur le champ de bataille. L'ancien proscrit politique est devenu un soldat d'exception. Désormais considéré comme l'incarnation du collaborateur par excellence, du fervent partisan de la cause nazie, il participe plus que jamais à la propagande. Mais surtout, il a enfin mérité la reconnaissance du Führer. Léon Degrelle raconte qu'Hitler lui aurait dit qu'un homme politique comme lui, capable de se battre en vrai soldat, constituait un cas presque unique dans l'histoire. Le Führer aurait même déclaré « Si j'avais un fils, je voudrais qu'il soit comme vous ». Même Joseph Goebbels, qui avait jadis traité Degrelle d'imposteur, s'empresse de faire l'éloge des Wallons. Degrelle triomphe à Berlin, puis à Paris, où il s'adresse à une assemblée de collaborateurs et de sympathisants à qui il fait un résumé enflammé de la bataille de Tcherkassy. Pourtant, son heure de gloire est encore à venir. Et le plus grand Heil Hitler!
Ces Wallons et lui ont le droit de rentrer à Bruxelles pour un défilé en grande pompe. Léon de Grelle revient ainsi en héros sur le théâtre de ses échecs de jadis, comme il l'avait toujours souhaité, à la tête d'une armée victorieuse. Les vivas de la foule lui signifient qu'il a enfin obtenu une part du prestige et du pouvoir qu'il convoitait depuis toujours. Marie-Josée de Gouaille en a été témoin. Voilà, moi j'ai été là, de ce côté-là, au Palais des Parfums, là. Un monde fou, la bourse était remplie jusqu'à la gare du Nord et la gare du Midi. Les trottoirs débordaient. Un grand spectacle. Ça, c'est un grand moment de gloire pour lui, hein, de voir tant de monde qui regarde les chars avec des légionnaires dedans. C'était pas les Allemands, hein, c'était tous des légionnaires. Quand un déferlement pareil peut sortir une révolution socialiste, mais certes. Après le défilé, il prononce un discours lors d'un grand rassemblement organisé à Bruxelles. Désunis, nous sommes perdus. Mais si lui connaît la réussite, la guerre tourne mal pour l'Allemagne. De plus, la popularité du tribun belge dans son pays n'est qu'un mirage. Puis, l'inévitable nouvelle tombe. The United Nations have bridged the English Channel. On June the 6th, 1944, a date indelibly written in the annals of history by the armed forces of the free world, the fighting men of Britain, the Empire and America embarked on the greatest amphibious operation ever undertaken. Le débarquement marque la première étape de la libération de la France et de la Belgique. Violence et représailles se multiplient à la veille de l'arrivée des Alliés. Les rexistes et les collaborateurs du VNV flamand sont dans le viseur de la résistance. Les uns après les autres, ils sont pourchassés et exécutés. C'était presque une guerre civile. Une foule déchaînée, il n'y a rien de plus grave. Elle perd toute la notion de justice, de bonté et d'objectivité. En Belgique, la spirale de la violence s'accélère. La famille de Léon de Grelle est prise pour cible. Son frère, pharmacien à Bouillon, est abattu par la résistance. L'archiviste de la ville, Roger Nicolas, a étudié les événements qui ont suivi. Donc le 8 juillet 1944, c'est dans le bâtiment qui se trouve derrière moi que le pharmacien Édouard de Grelle, frère de Léon, a été abattu par la résistance régionale. Les deux résistants sont entrés dans la pharmacie, ont réclamé un médicament et ont abattu le pharmacien de Grelle. Ensuite, les deux résistants ont emprunté la rue des Augustins, la rue du Bru, avant d'aller se cacher dans les bois proches de Bouillon. La réaction de l'occupant ne se fait pas attendre. Un couvre-feu est instauré et 46 personnes sont arrêtées. Ensuite, un commando de rexistes venus de Bruxelles se rend à Bouillon, où par vengeance, il tue un autre pharmacien, nommé Henri Charles. Donc la plaque qui figure sur cette maison indique que c'est le lieu où a été abattu le pharmacien Henri Charles le 9 juillet 1944 vers 11 h du soir. En Belgique, Léon de Grelle assiste à l'enterrement de son frère et crie vengeance. Hors de lui, il réclame des représailles sanglantes. Dans un télégramme adressé à Himmler, il exige l'exécution de 100 Belges. Si sa demande n'obtient qu'une fin de non-recevoir,
elle prouve tout de même que l'ancien homme politique n'a plus rien à envier aux nazis d'Allemagne. Finalement, c'est sa ville natale qui subit sa colère. À Bouillon, 3 otages sont choisis. Dans cet endroit précis de la forêt de Bouillon, les 3 otages qui ont été pris le 11 juillet 1944 sont assassinés par probablement 2 officiers allemands de la SD d'Arlon. Les pierres que nous pouvons voir ici, les 3 pierres, indiquent l'endroit précis où les 3 corps ont été retrouvés. L'identité de ces 3 personnes a une résonance particulière. Elle indique que le choix des otages est signé. On peut comprendre que c'est sur l'ordre personnel de Léon de Grelle qui était présent à Bouillon le mardi 11 juillet. Et les 3 otages dont on a retrouvé les corps ici étaient des adversaires particuliers de Léon de Grelle, homme politique. Il ne reste plus rien ni du patriote, ni de l'activiste religieux d'hier. Au moment où de plus en plus de sang coule dans les 2 camps, Léon de Grelle s'apprête à retourner sur le front de l'Est. Mais même à cette heure désespérée, il parvient à recruter des compatriotes pour l'accompagner. C'est la preuve du prestige dont il jouit, du moins auprès de certains Belges. Avec ces nouveaux volontaires, il participe à la défense de l'Estonie et de la partie la plus septentrionale du front de l'Est. Mais arrêter cette immense machine qu'est l'armée rouge est impossible. De Grelle envoie de plus en plus de Wallons dans une série de batailles suicides. Puis, une mauvaise nouvelle tombe sur le front russe. Au début du mois de septembre 1944, les chars d'assaut alliés sont entrés dans Bruxelles libérée. Fini la Kommandantur, fini la Werbestelle de la porte de Namur, fini la Gestapo. En Belgique, tout sympathisant ou tout individu soupçonné d'avoir été légionnaire est arrêté. Sur le front de l'Est, De Grelle, désormais Obersturmbannführer, est à la tête d'une division entière de volontaires qui ressemble à une bande disparate de survivants en exil sous le commandement d'un chef apatride. Car les jeux sont faits, la défaite est inévitable. À la fin de la guerre, il ne reste qu'une trentaine de légionnaires en vie. Des quelques 800 combattants à avoir été présents dès le départ, ils ne sont qu'une poignée à avoir survécu au front russe. Parmi eux, Léon de Grelle, blessé à 7 reprises en 4 ans de guerre. Mais son histoire ne s'arrête pas là, loin s'en faut. Il est temps pour lui d'échafauder un autre plan. Et c'est du De Grelle tout craché. Il réquisitionne un bombardier Heinkel et s'envole pour l'Espagne, dernier pays européen ami des fascistes. Le vol est angoissant. L'avion a tout juste assez de carburant pour atteindre sa destination et doit faire un atterrissage forcé. De Grelle est grièvement blessé, mais vivant. Passé maître dans l'art de survivre, il vient une fois de plus de jouer les trompes la mort. Mais si lui bénéficie de la protection espagnole, d'autres rexistes et volontaires de la Légion Wallonie rentrés en Belgique ont moins de chance. J'ai trouvé même pas juste ridicule. On m'a condamné, j'étais 1 mois en prison, ils ont dit on vous condamne à 15 ans
de la perte de vos droits civils et politiques. J'avais 21 ans, sans doute à peu près, jusqu'à mes 36 ans, et 10 000 francs d'amende. 10 000 francs d'amende. Son mari, qu'elle a épousé en 1945 et qui a survécu à la guerre, est arrêté. Il a été condamné à mort comme officier de la Légion Wallonie. Les 2 ans qu'il a été condamné à mort, je pouvais aller le voir tous les 2 jours. Tous les 2 jours, 10 minutes. L'époux de Marie-Josée est finalement libéré et le couple reconstruit discrètement sa vie. Mais contrairement à une bonne partie de ses partisans et de ses anciens camarades, Léon Degrelle continue à donner de la voix. Plutôt que de renier son passé, il évoque au contraire avec fierté sa carrière de collaborateur à la solde des nazis. Souvent, il porte ses médailles et son uniforme SS. Il apparaît fréquemment dans les médias pour défendre ses choix avec véhémence, comme s'il était bloqué dans un passé révolu. Et il continue de se faire le chantre des théories et des préjugés de l'idéologie nazie. Ainsi, en 1979, lorsque le pape Jean-Paul II se rend en visite dans le camp de la mort d'Auschwitz, Degrelle saute sur l'occasion. Il adresse une lettre ouverte au souverain pontife dans laquelle il nie l'Holocauste. Pour lui, le génocide de 6 millions de Juifs est un mensonge. Il déclare également que le Zyklon B, utilisé dans les chambres à gaz, était d'un emploi très incommode et que par conséquent, il est impossible d'un point de vue logistique qu'il ait permis de mettre à mort autant de gens. Il termine sa lettre en protestant de sa foi et de sa ferveur catholique. En réalité, Léon Degrelle n'a jamais été aussi éloigné de sa terre natale et de ses convictions religieuses. Ses compatriotes l'ont condamné à mort par contumace et plusieurs demandes d'extradition le concernant n'ont pas abouti. Léon Degrelle s'est éteint à l'âge de 87 ans en 1994 à Malaga, en Espagne. Son souvenir divise toujours la Belgique. Ceux qui lui ont survécu ont bien conscience de l'impact qu'il a eu sur leur existence et sur celle des légionnaires qui ont combattu jusqu'à mort à côté. Remarquable et admirable. Moi, on va dire que je suis folle parce que je dis admirable, mais pour moi, c'était, oui. Ils offraient leur vie d'avance. Et je vous assure, ça m'émeut toujours. Ça m'émeut toujours. Parce que je vois leur visage, je connais leur nom. Je ne les oublierai jamais, leur nom. Jamais, c'est gravé. Moi, je ne regrette pas de l'avoir vécu. Je regrette simplement la disparition de tous ses copains. Eh bien, on peut penser de Léon Degrelle tout ce qu'on veut, on peut l'aimer ou le haïr. Je ne connais qu'un homme politique qui s'est engagé pour combattre lui-même sur le front. Je n'en connais aucun autre. Jusqu'à sa mort, Léon Degrelle a affirmé s'être battu et comporté en vrai nationaliste belge. En réalité, il a lutté pour le compte de l'envahisseur afin d'assouvir son ambition. Il a trahi son pays et au final, la voie qu'il a choisie a fait de lui un meurtrier. Aujourd'hui encore, son geste reste intolérable aux yeux des Belges et plus particulièrement des habitants de sa ville natale. Sa conduite en Russie au profit de l'armée allemande, les Bouillonnais n'en disaient rien, mais là où il a véritablement provoqué la haine de la presque totalité de la population, c'est quand il y a eu ces 4 assassinats et les otages. Tout ça pour venger la mort de son frère. En fait, l'ancien patriote s'est transformé en aventurier prêt à tout pour parvenir à ses fins. Même à sacrifier ceux qui l'entouraient et à détruire sa patrie à jamais.